Les praticiens de l'environnement ont développé le concept de la gestion intégrée de l'eau pour exprimer l'idée des interactions de la société contemporaine avec l'environnement naturel qui subit actuellement de fortes variations climatiques et annonce dans un proche avenir une pénurie de ressources à eau. Ce concept est cependant perçu comme un concept politique et il est difficilement applicable dans un État moderne au-delà du cadre régional et local, bien que de diverses politiques nationales de l'eau s'efforcent d'en tenir compte en organisant par exemple des audiences publiques. En effet, le concept de gestion intégrée favorise le dialogue entre les acteurs et les usagers pour aboutir à une évaluation holistique de l'ensemble des aspects de la gestion de l'eau dans leur interaction et souscrit à l'intégration des savoirs oraux, locaux et traditionnels des pratiques de la gestion de l'eau, souvent connues depuis l'Antiquité. Ainsi, ces savoirs traditionnels adoptés même à l'échelle locale, donnent une perspective de la longue durée et une dimension historique à la gestion intégrée de l'eau. L'appliquer aux expériences des sociétés du passé qui ont une vision de l'environnement holistique de la gestion de l'eau, c'est de faire découvrir aux gestionnaires de l'environnement d'aujourd'hui les expériences positives et négatives de gestion intégrée des ressources en eau à travers l'histoire, comme un laboratoire d'études et signaler l'importance des transferts du savoir du passé. Pourquoi prendre comme objet d'étude Voilà. Mon Dieu. Non, ça commence mal. Un instant. Voilà. Donc, pourquoi prendre comme objet d'étude l'Empire romain? Et quels sont ses enseignements? L'Empire romain peut en effet être un paradigme par la constance d'une structure et d'un modèle politique du changement d'un État qui a connu durant un millénaire environ la République, le Principat et la monarchie, avec une continuité et une adaptation remarquable des institutions et des règles de droit. Pour la continuité des pratiques de gestion des ressources naturelles par l'utilisation des savoirs traditionnels des civilisations qui en font partie. Par la continuité des modes de contact, des transferts culturels, favorisés par la conquête, le commerce, la législation et la mobilité sociale. Et enfin, par la diversité environnementale et climatique. Ces tableaux des cycles climatiques conçus par les climatologues montrent cette diversité environnementale de l'Empire romain qui embrasse les continents européens, africains, asiatiques et le Proche-Orient, de la Méditerranée à l'océan Atlantique. L'échelle temporelle de l'Empire romain est considérée par les climatologues comme un optimum climatique, c'est-à-dire une stabilité avec des conditions climatiques semblables à celles de nos jours, ce qui renforce également sa valeur d'exemple en matière d'adaptation et d'ajustement à l'évolution des climats. C'est là malgré le déterminisme des estimations des climatologues. Ainsi, Rome, par exemple, est considérée, elle est fondée en plein ère glaciale. La fondation de l'Empire, c'est en pleine époque de serre, effet de serre, tandis que la fin de l'Empire, l'immigration barbare, c'est évidemment en période glaciale. En réalité, le climat dans l'Empire romain ne se réduit pas à cette dichotomie cyclique, froid humide, chaud aride, avec des périodes interglaciales et des courtes périodes d'effet de serre, mais représente un agrégat d'unités hydroclimatiques régionales avec des cas paradigmatiques comme les microclimats des zones côtières, par exemple, de l'Italie méridionale, de l'Espagne, du bassin versant du Rhône en Gaule, la France d'aujourd'hui, des zones prédésertiques et stépiques, ainsi que des zones côtières en Afrique du Nord, que je considérerai plus spécifiquement dans mon exposé, que vous pouvez voir ici autour des côtes de la Méditerranée et vers l'Atlantique.
Et toutes ces choses-là, ces exemples que je vais apporter sont tirés notamment des congrès qui ont été mentionnés par M. Leprestre, que j'ai organisé dans le cadre de ma chaire de recherche du Canada entre 2003 et 2010. Nous avons fait ainsi une place à l'Empire romain dans l'histoire environnementale. En considérant le poids relatif des facteurs, y compris le facteur climatique, qui intervient dans la gestion des ressources naturelles, dans le cadre d'une structure politique stable, celle de l'Empire romain. Ce qui permet de mettre en valeur une dimension souvent négligée par les praticiens de l'environnement, celle des représentations sociales, de la gestion des ressources en eau, grâce à cette perspective historique de l'histoire environnementale. Comment mettre en valeur les représentations sociales dans cette quête de solutions de gestion durable de l'environnement? C'est en examinant l'histoire des interactions société-environnement naturel par l'étude de cas du passé que nous pouvons identifier ce volet important de la gestion intégrée de l'eau qui exprime la dynamique des interactions société-environnement comme leçon du passé. Il est important de s'arrêter à cette notion dont tout le monde en parle, mais qu'on définit rarement et qu'on intègre encore moins une méthode de son analyse. Elle est fondamentale pour l'étude des sociétés du passé, car toute information qui nous est parvenue passe par le filtre des représentations sociales. Ce tableau représente le troisième réseau de relations de la méthode systémique que nous avons développée dans le cadre de ma chaire, celle des représentations sociales, et qui résulte de la confrontation des deux précédents, le système social A et le système naturel B. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais se propose d'illustrer le mécanisme de formation à deux niveaux de représentation sociale, issu d'une grille d'analyse systémique, les deux systèmes, social et naturel, en interaction. Nous observons en effet un double processus. Les concepts récents sont des représentations sociales de notre société, on le voit ici au deuxième niveau, définissant les faits modernes, mais qui sont à certains égards comparables à des phénomènes de l'Antiquité. Les sociétés anciennes, au premier niveau, créent leur propre système de représentation sociale dans leur quotidien et par la transmission des connaissances sur ces mêmes phénomènes, y compris les pratiques de gestion des ressources naturelles. C'est à travers ce double filtre que nous devons évaluer la valeur paradigmatique des héritages culturels, des pratiques de gestion de l'Antiquité. En effet, dans le passé comme aujourd'hui, l'eau est inégalement répartie dans l'espace et ces variations alternent avec des saisons, l'excès et l'abondance, la consommation par rapport à la densité de la population, où les transferts culturels sont de mise. Nous considérons dans cet exposé les stratégies et les représentations sociales de cette gestion du passé comme un patrimoine tangible et intangible à la fois, tout aussi que les ressources à eau actuelles qu'il faut préserver pour les générations à venir. Il est donc surprenant de voir à quel point la pertinence des témoignages du passé relève de deux concepts modernes, le développement durable et la résilience, à savoir une gestion durable de la ressource à eau d'une part et l'ajustement des normes séculaires à des situations nouvelles mais concrètes de variations et de changements climatiques d'autre part. Je considérais en trois volets les mêmes thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, en mettant en valeur quelques solutions proposées par le monde romain. En premier, l'eau maîtrisée, qui est l'histoire des modes de contact et des transferts culturels dans le monde romain. L'eau partagée, qui est l'histoire des différentes organisations sociales pour gérer l'abondance et la pénurie de l'eau. Et enfin, le troisième volet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'eau, climat et société, qui nous permettra de considérer les données indirectes de l'historien au même titre que les proxy data des climatologues. Et en conclusion, j'aborderai le problème de la gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain et comme un modèle de culture de l'eau.
À cet effet, je croiserai les témoignages écrits des anciens avec les vestiges de l'archéologie hydraulique présentés dans le cadre des travaux de ma chaire. Quelle est la valeur de l'eau pour les anciens? Je commencerai par évoquer le témoignage de Vitruve, l'architecte à l'ancienne, c'est-à-dire architecte, ingénieur civil et militaire à la fois, qui a vécu à l'époque de gloire des travaux édilitaires à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre la fin du régime républicain et l'instauration de l'Empire, entre César et Octave Auguste. Il aurait servi d'adjoint au genre de ce dernier, le général Agrippa, le premier à avoir exercé à Rome les tâches de responsable de la gestion de l'eau, la cura aquarum, qui incombait auparavant un échelon de la carrière sénatoriale à Rome, celle d'édile. Laissons-le parler dans un passage du livre 8 de son traité. En fait, son traité de 10 livres d'architectura, unique dans son genre en Antiquité, est encore de nos jours un manuel de base d'architecture et pour l'histoire des techniques de construction et de l'urbanisme du monde romain. Puisque tous les physiciens, que les philosophes et les prêtres jugent que c'est par le pouvoir de l'eau que toutes les choses existent, ici il fait allusion à l'opinion du philosophe Thalès de Milet, qui mettait l'eau comme le premier élément de la nature, avant les trois autres qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau, évidemment. Il convient que je traite dans celui-ci, c'est le livre 8, des moyens de trouver l'eau, des propriétés qu'elle possède, suivant les particularités des lieux, des méthodes pour l'amener et de la façon de vérifier au préalable la qualité. C'est en partie une définition de gestion intégrée, à laquelle il faut ajouter la communauté biotique, plantes, animaux, mais aussi l'homme. Et ce témoignage pose d'emblée la question des systèmes de gestion de l'eau à Rome, et on en distinguera deux. Pendant la République, c'est sous le signe de la concurrence et de la compétition dans le cadre de la carrière des magistrats. C'est l'échelon inférieur, mais des gens qui sont riches parce qu'ils payent l'édilité de leur propre fortune. C'est l'édile qui a cette fonction, mais la grande responsabilité incombe au censeur, le sommet de la carrière sénatoriale, élu tous les 5 ans. Durant l'Empire, c'est la centralisation de l'État, c'est la cura aquarum, une fonction impériale depuis Auguste. Et on a vu, avec l'exemple de Vitruve, c'est l'Agrippa qui avait son architecte, son assistant Vitruve. On connaîtra un deuxième témoin dans cet exposé, avec la cura aquarum de Frontin, qui a laissé son traité de Aqua, et qui vit à l'époque de la fin du 1er siècle et du 2e siècle, qui interviendra dans mon exposé. On peut aussi situer nos deux témoignages qui écrivent à une époque de gloire de l'Empire romain, entre la fin de la République, fin de la 1er siècle avant Jésus-Christ, surtout 1er et 2e siècle de notre ère, ayant alors atteint le sommet de sa maîtrise des ressources en eau. Les bâtisseurs des monuments hydrauliques, aqueducs et autres, où les simples usagers ne les ont pas connus, car leur œuvre était destinée à une élite des intellectuels. Pourtant, ils puisent leur savoir dans le savoir transmis de génération en génération et rapportent des traditions de différentes régions de l'Empire. Cet héritage immatériel fait donc bien le contrepoids aux vestiges matériels que je présenterai et qui illustrent les pratiques de gestion de l'eau dans le monde romain. Abordons donc le premier volet, celui de l'eau maîtrisée, afin de mettre en valeur l'importance des transferts culturels immatériels, croyances et pratiques, et ensuite l'illustrer avec quelques vestiges représentatifs. À la recherche de l'eau, et laquelle? On connaît le témoignage de Vitruve sur les anecdotes qui se transmettent comme des savoirs sur la qualité de l'eau. L'eau a bon goût, enivrante, engraissante, dissolvante, qui fait perdre les dents et qui fait gagner une belle voix. Et il identifie aussi la provenance de ces anecdotes qui traduisent d'une façon métaphorique l'importance de la qualité de l'eau avant la quantité. Ensuite, c'est la préoccupation de la gestion intégrée,
C'est la préoccupation de la gestion intégrée dans le sens de